enveloppe Buckingham Palace d'un silence, ce silence qui semble vivant, pressé contre les murs, attendant le moindre faux pas. À cette heure, Camilla se faufile dans les vastes couloirs, ses talons heurtant le sol de marbre, dans un écho qui ressemble plus à des avertissements qu'à des murmures. Elle s'arrête devant la porte en chêne sculptée de la chambre privée de Charles, l'endroit où il garde les reliques de son passé, reliques qui, pour Camilla, sont des chaînes la liant à une ombre qu'elle ne pourra jamais surpasser. Elle glisse le double de la clé dans la serrure, les doigts tremblants, non pas de peur, mais de désir ardent. L'armoire cède, et à l'intérieur se trouve le collier de perles qui ornait autrefois le cou de Diana, symbole d'un amour trop lumineux pour mourir avec elle. Camilla retient son souffle lorsqu'elle le soulève, pressant les perles contre sa peau, s'imaginant au centre d'un gala royal baigné de lustre, le fantôme de Diana enfin effacé. L'espace d'un instant, elle se sent triomphante, mais la vision se brise lorsque la porte s'ouvre brusquement. Charles reste figé, le visage blême d'incrédulité avant que la colère ne l'envahisse. Il lui arrache le collier des mains tremblantes et sa voix, habituellement lasse par des années de service, tonne avec la force d'un jugement. Elle a profané non seulement la mémoire de Diana, mais l'honneur même de la couronne. Les gardes sont appelés, et dans un déluge de larmes, d'humiliation et de pluie battant les fenêtres du palais, Camilla est chassée. Les portes se referment avec un bruit métallique, tel un verdict mettant fin à son règne en une seule nuit. Dehors, la nuit l'engloutit, mais au cœur de l'effondrement, elle sent naître quelque chose de plus sombre. La rage la rassure et l'humiliation se mue en résolution. Dans le Wiltshire, dans son manoir noyé dans la brume, elle complote sa vengeance. Là, Camilla commence à accumuler des secrets, chacun étant une arme affûtée contre la monarchie. Parmi eux, le fonds secret de 50 millions de livres et les rumeurs de rencontres discrètes de Charles avec des milliardaires étrangers, rencontres qui refont soudain surface à la une des journaux. Quelques jours plus tard, les tabloïds s'emparent d'informations sur la rencontre clandestine de Charles avec un magnate du Moyen-Orient, publiant une photo floue de lui entrant dans un hôtel sans assistant ni conseiller. Les grands journaux font écho à ces révélations. Le Guardian remet en question la transparence royale, la BBC la présente comme une question de responsabilité, tandis que Der Spiegel en Allemagne met en garde contre les failles croissantes dans l'autorité morale de la monarchie. Des manifestations se rassemblent devant Buckingham, d'abord modestes, mais suffisamment fortes pour faire la une des journaux. Des pancartes réclament la vérité, des mêmes moqueurs circulent en ligne, montrant Charles serrant des mallettes remplies d'argent. La confiance du public vacille, et dans ce tremblement, Camilla retrouve son pouvoir. À l'intérieur du palais, Charles convoque une réunion de crise. Les lustres ne parviennent pas à dissiper la lourdeur de la pièce, tandis que les conseillers trient des papiers chargés de gros titres. William reste assis en silence, observant le visage de son père dénué de tout sang-froid. Charles murmure son nom comme une malédiction, convaincu que Camilla a instrumentalisé ce dont elle avait été témoin en toute confiance. Il ordonne à William de prendre en charge l'enquête. C'est alors que commence sa propre descente dans l'ombre, chargée de protéger la monarchie, non seulement du scandale, mais aussi d'une femme qui en connaît les recoins les plus sombres. William agit promptement et rassemble un cercle d'alliés de confiance vétérans du service royal épargnés par l'influence de Camilla. Son équipe découvre des communications cryptées du Wiltshire à destination d'un journaliste longtemps banni du palais. La surveillance révèle une photo de Camilla assise dans un café tranquille, glissant une enveloppe à Marcus Reed. Laura, assise à côté d'elle, visiblement inquiète, jette un coup d'œil à la porte comme si la culpabilité la rongeait déjà. William examine la photo, la mâchoire serrée, réalisant qu'il ne s'agit pas d'une rumeur mais d'une preuve. Il ne s'agit plus seulement d'un drame familial, c'est devenu un échiquier de scandale où chaque fuite déstabilise davantage la monarchie. Les réseaux sociaux amplifient de la tempête, propulsant des hashtags comme The Royal Secret et Bloachi Exil au rang de tendance mondiale. Dans un climat politique déjà perturbé par les débats sur les dépenses de public et la réforme constitutionnelle, la monarchie ne peut se permettre de paraître compromise. Les analystes de CNN et d'Al Jazeera établissent des parallèles entre ce scandale et les crises passées de crédibilité royale, avertissant qu'un nouveau faux pas pourrait propulser les appels au républicanisme au premier plan en Grande-Bretagne et au-delà. Pendant tout ce temps, Camilla observe depuis le Wiltshire avec une satisfaction froide. Elle sirote son thé tandis que les gros titres se multiplient, chaque article et chaque protestation marquant une nouvelle fissure qui se creuse dans l'institution qu'il a autrefois rejetée. Mais sous son calme apparent se cache la réflexion, non l'insouciance. Elle sait que la première fuite n'est qu'une vaguelette, un test de l'ampleur que le lac du scandale peut prendre avant d'engloutir Buckingham tout entier. Ses plus grandes armes, les millions disparus, les lettres de doute écrites par Charles au sujet de William, sont toujours sous clé, attendant le moment idéal. Pour Guillaume, il ne s'agit plus seulement de protéger un trône. C'est une bataille pour la mémoire, la loyauté et la confiance fragile d'une nation qui observe de l'extérieur. Minuit a peut-être mis fin au règne de Camilla, mais il a ouvert une nouvelle ère où les ombres elles-mêmes deviennent des armes.
La monarchie est au bord du gouffre, les nuages s'amoncelant non seulement à cause de la trahison familiale, mais aussi sous le regard impitoyable d'un public international. Et dans ce creuset, Guillaume doit décider s'il agira en prince attaché à la tradition ou en défenseur prêt à combattre le feu par le feu. Depuis les paysages reculés du Wiltshire, Camilla se réfugie dans l'ombre mais ne capitule pas. L'humiliation s'est muée en vengeance et chaque pierre de son manoir semble murmurer une affaire inachevée. Elle commence à exhumer des documents, des relevés bancaires et des notes privées qui passaient entre ses mains pendant les années où elle vivait aux côtés de Charles. Ce que le monde perçoit comme une femme détrônée et désespérée est en réalité une stratège semant discrètement les graines du chaos. La première fuite concernant les rencontres discrètes de Charles avec des magnates étrangers n'est pas fortuite. C'est le coup d'envoi calculé d'une guerre plus vaste pour le contrôle du récit et de l'héritage. L'article paru dans un média, en ligne mineure, se répand comme une traînée de poudre lorsqu'il est relayé par les principales rédactions. Le Times donne du poids aux allégations en s'interrogeant sur la manière dont ces dons ont été classés dans les comptes du palais. La BBC choisit ses mots avec prudence, mais sa décision de publier un article même prudent légitime le scandale. L'attention internationale s'intensifie lorsque Reuters et Al Jazeera citent des responsables européens anonymes affirmant que les questions relatives aux finances royales couvrent depuis longtemps à huis clos diplomatique. Soudain, ce qui n'était au départ que des rumeurs dans le Wiltshire est devenu un sujet de discussion mondiale. À Londres, les petites manifestations se multiplient, des pancartes exigeant la transparence apparaissent devant Buckingham tandis que des affiches satiriques représentant Charles en monarque serrant des billets tachés de pétrole circulent sur les réseaux sociaux. Des mèmes tournent en dérision l'idée que les fonds caritatifs royaux servent de caisse noire. Les analystes de CNN relient cette controverse à des débats plus larges sur la responsabilité dans les monarchies modernes, avertissant que la famille Windsor risque de devenir l'emblème d'un privilège désuet à l'ère de la surveillance publique. Dans cette tourmente, Camilla se sent justifiée. Chaque gros titre remettant en cause l'honneur de Charles alimente sa détermination. Pourtant, elle n'est pas téméraire. Chacun de ses gestes est délibéré, façonné par une patience acquise au fil des années de murmures et de comparaisons avec Diana. Elle sait que William a hérité de sa mère le don de canaliser la sympathie du public et qu'il finira par prendre en charge la protection de la dynastie. C'est pourquoi elle forme ses enfants Tom et Laura à devenir ses plus proches alliés. Ils ne sont pas de simples enfants, mais des complices des relais de fuite et de transfert. Tom gère des paiements discrets aux rédacteurs en chef des tabloïds new-yorkais, tandis que Laura assiste à des réunions à huis clos avec des journalistes bienveillants, ses regards inquiets trahissant le prix de la loyauté. Pour William, les fuites ne sont plus une coïncidence. Des rapports atterrissent sur son bureau révélant des messages cryptés provenant du Wiltshire et des traces financières pointant directement vers Tom. L'un d'eux révèle un transfert de 50 000 livres sterling acheminé par l'intermédiaire d'une société écran pour finalement aboutir à une publication américaine tristement célèbre pour ses révélations scandaleuses. Cette révélation glace le sang de William. Ce qui n'était au départ qu'un soupçon se cristallise désormais en un portrait clair. Camilla orchestre une campagne visant à corroder la monarchie de l'intérieur. Le cercle intime de William travaille discrètement, évitant ainsi les erreurs de panique publique. Des photos de surveillance confirment une rencontre entre Camilla Laura et Marcus Reed, le journaliste réputé pour sa propension à violer le secret royal. Sur l'image floue, Camilla affiche un calme glacial tandis qu'elle pousse une enveloppe sur la table, tandis que Laura, visiblement en détresse, est assise le corps tendu comme alourdie par la peur. Pour William, il ne s'agit pas d'une simple trahison, c'est une trahison habillée avec élégance. À Buckingham, Charles reste assis les yeux creux lors des conseils d'urgence. Sa fureur bouillonne, mais sous cette colère se cache l'épuisement. Les conseillers débattent pour savoir s'il faut nier catégoriquement l'histoire ou reconnaître la rencontre avec le milliardaire comme une action caritative. Les responsables gouvernementaux, soucieux de ne pas alimenter les voix républicaines, insistent sur le fait que le silence n'est pas une option. La monarchie est exposée et William sait que tout retard est mortel. Il prend les choses en main avec une détermination tranquille, se positionnant comme la figure d'action, tandis que son père se noie dans l'indécision. Pendant ce temps, Camilla étudie l'opinion publique avec la froide précision d'une tacticienne. Elle observe les sondages indiquant que la confiance dans la monarchie a chuté de plus de 10% en seulement 2 semaines. Elle constate que les réseaux sociaux amplifient tous les soupçons et que les médias internationaux sont plus enclins à poser des questions que les médias britanniques. Reuters publie une analyse comparant les déboires de Charles à de précédents scandales dans les monarchies européennes, citant la perte de confiance en Espagne et aux Pays-Bas lorsque des irrégularités financières ont éclaté. Camilla sourit à la comparaison. Pour elle, l'érosion de la crédibilité n'est pas une conséquence fortuite, mais le but même. Pourtant, sa vengeance n'est pas complète.
Ces dossiers contiennent des preuves de retrait du fonds du patrimoine royal pour un montant total de 50 millions de livres, un chiffre suffisamment important pour déclencher des enquêtes de grande envergure. Elle les protège comme une arme nucléaire, sachant qu'au moment où ils feront surface, le vernis de dignité de la monarchie se brisera irrémédiablement. Sa patience est toujours là, mais chaque signe en provenance de Londres la convainc que le moment de frapper approche. William, conscient de la gravité de la situation, élargit son enquête. Il fait appel à des vétérans du renseignement ayant travaillé pour le MI5 afin de remonter la piste du réseau que Camilla est en train de construire. Les analystes financiers confirment l'existence de transactions complexes transitant par des organismes caritatifs et des sociétés écrans. Ce qui choque le plus William, c'est de découvrir que certains documents portent la signature de son père, suggérant que Charles a sciemment ignoré les retraits. Cette constatation est profonde. Protéger la monarchie nécessite désormais non seulement de la protéger de Camilla, mais aussi du poids des compromis de Charles. Cette prise de conscience renforce la détermination de William. Il se considère non seulement comme un fils, mais aussi comme le gardien de la survie de la dynastie. La tempête n'est plus théorique. Elle se déroule en temps réel, érodant la confiance à chaque gros titre. Les germes de la vengeance de Camilla ont germé et le terreau est fertile de colère publique et d'appétit médiatique. Qu'elle cherche la vengeance, la destruction ou les deux, son complot n'est plus un secret murmuré dans le Wiltshire, mais un incendie qui consume le cœur même de Buckingham. À Buckingham, l'atmosphère s'alourdit à mesure que le scandale s'amplifie. Les conseillers arpentent les couloirs, des papiers serrés contre la poitrine, le visage pâle murmurant comme des secrets inaudibles. Au cœur de cette tempête se tient Guillaume, non plus un simple prince, mais un gardien contraint d'agir contre une menace qui ne vient pas d'ennemis étrangers, mais de la famille elle-même. Son père hagard s'enfonce dans le silence lors des réunions, les mains tremblantes, comme si elles pesaient sur lui plus que des années de service. Guillaume comprend qu'il ne peut plus se permettre l'indécision. La monarchie a besoin d'un bouclier et il est ce bouclier. William forme une unité autour de lui, non pas des conseillers officiels imprégnés de bureaucratie, mais des hommes et des femmes choisis pour leur loyauté plutôt que pour leur ambition. D'anciens agents de renseignement et des auditeurs financiers, chevronnés, sont discrètement convoqués leurs ordres, étant transmis par des canaux codés pour échapper à l'attention de Camilla. La surveillance s'intensifie, dressant une carte de chaque visiteur du manoir de Camilla dans le Wiltshire, chaque courriel chiffré étant tracé, chaque anomalie financière documentée. Morceau par morceau se dessine l'image d'un réseau délibéré conçu non pas pour la survie mais pour le sabotage. La photo de Camilla dans un café tranquille tendant une enveloppe à Marcus Reed, tandis que Laura jette un coup d'œil nerveux vers la porte, devient la pierre angulaire de la conviction de William. Il l'examine la nuit, à la lueur de sa lampe de bureau, l'image gravée dans son esprit. Pour lui, ce n'est pas seulement la preuve d'une trahison, mais une déclaration de guerre symbolique. L'attitude anxieuse de Laura suggère une hésitation, mais sa présence confirme une complicité. Tom, quant à lui, apparaît fréquemment dans les rapports comme le financier du complot déplaçant les fonds avec une discrétion maîtrisée. Une trahison d'autant plus toxique qu'elle porte l'empreinte de la famille. L'équipe de William fait une découverte surprenante. Des transactions relient Tom directement à des paiements acheminés vers des tabloïds américains connus pour leurs scandales spectaculaires. Un transfert de 50 000 livres est retracé via une société écran avant d'être révélé dans une rédaction new-yorkaise. Des empreintes digitales relient le mouvement de fonds aux appareils de Tom. Il ne s'agit plus de rumeurs ni de spéculations, c'est la preuve d'un complot. William ressent la douleur non seulement en tant qu'enquêteur, mais aussi en tant que fils d'une monarchie fracturée qui voit son tissu se défaire sous le poids de la cupidité et de la vengeance. À Buckingham, les réunions d'urgence n'offrent guère de réconfort. Les conseillers débattent des stratégies à adopter tandis que l'opinion publique devient de plus en plus volatile. De grands médias comme The Guardian et la BBC intensifient leur couverture médiatique, publiant des éditoriaux présentant la crise comme un test de la pertinence de la monarchie dans une démocratie moderne. Les voix internationales alimentent la controverse. Der Spiegel établit un parallèle avec la chute de Juan Carlos en Espagne, tandis que Reuters souligne les appels croissants en Grande-Bretagne à une enquête parlementaire sur les finances royales. Chaque gros titre accentue la pression sur une monarchie déjà à bout de souffle. William sent que le palais devient réactif plutôt que stratégique et il sait que ce déséquilibre joue en faveur de Camilla. Elle prospère dans l'ombre où l'incertitude nourrit les spéculations, où chaque question sans réponse devient un acte d'accusation. Pour la contrer, William doit être décisif. Il ordonne à ses agents d'étendre la surveillance au-delà du Wiltshire.
Tom est suivi discrètement dans les pubs de Soho où des échanges chuchotés avec des journalistes étrangers sont photographiés. Laura est vue fréquentant des réunions discrètes dans des cafés, repartant souvent avec des dossiers serrés contre sa poitrine. Ces images forment une galerie de preuves prouvant que Camilla a transformé ses enfants en instruments de sa vendetta. Ce qui trouble le plus William, c'est la découverte de documents détaillant des retraits massifs du fonds de charité royale. Entre 2020 et 2023, des registres font état de 50 millions de livres sterling versés sur des comptes étiquetés comme dépenses diplomatiques sans grande surveillance. Certains portent la signature de Charles lui-même. Cette découverte est plus profonde que la trahison de Camilla. Elle suggère une négligence au plus haut niveau, une réticence à affronter les méfaits même lorsqu'ils se trouvaient sous son nez. William ressent à la fois colère et tristesse en étudiant ces documents, sachant que protéger la monarchie signifie désormais la protéger non seulement de la vengeance de Camilla, mais aussi des compromissions de son père. Tandis que Camilla observe le chaos qui se déroule depuis son manoir du Wiltshire avec une satisfaction silencieuse, William affûte sa contre-attaque. Il fait appel à Anne, le seul membre de la famille en qui il a pleinement confiance, et lui confie les preuves sous couvert du secret. Sa réponse est ferme, l'exhortant à agir avant que Camilla n'intensifie ses attaques. Cet échange renforce la conviction de William que le temps des hésitations est révolu. Il doit confronter Camilla non seulement avec des mots, mais aussi avec la preuve irréfutable que sa campagne s'effondrera sous le poids de la révélation. Pendant ce temps, l'actualité internationale continue de s'envenimer. La BBC rapporte que la confiance du public envers la monarchie a chuté de plus de 10% en seulement 2 semaines. Al Jazeera suggère que le scandale menace de déstabiliser l'influence diplomatique britannique à l'étranger. Les analystes de CNN se demandent si William, toujours prince en titre, est devenu le protecteur de facto de la couronne. Chaque article le dépeint comme une figure de résilience, celui qui agit là où son père hésite. Camilla ne se laisse pas décourager et prépare sa prochaine action. Elle calcule le timing avec précision, sachant que les fuites arriveront par vagues, chacune plus importante que la précédente, jusqu'à ce que Buckingham soit submergé par le scandale. Mais William, désormais équipé de photographies de documents financiers et de communications cryptées, prépare son affrontement. Pour lui, il ne s'agit plus seulement d'une bataille pour la survie de la monarchie, mais d'un test de sa capacité à diriger lorsque la tradition vacille. Minuit a peut-être chassé Camilla, mais c'est le jour qui décidera si sa vengeance brûlera la couronne ou si la détermination de William éteindra l'incendie. Le gala de Mayfair se déroule sous des lustres scintillants, un rassemblement censé afficher la continuité, la richesse et le glamour d'une monarchie inébranlable par le scandale. Pourtant, derrière le cristal poli et les rires polis se cache une tension si intense qu'elle déchire l'air. Camilla apparaît à l'improviste enveloppée de soie noire, l'air à la fois provocateur et serein. Pour de nombreux invités, sa présence est un choc. Pour William, c'est la confirmation qu'elle s'est enhardie après avoir réussi à semer le doute. Il la regarde parcourir la salle conversant avec les magnates comme si elle était encore reine et sans son propre pouls s'accélérer de fureur. La confrontation entre William et Camilla, bien que discrète, fait trembler toute la salle de bal. William s'approche la voix saccadée, évoquant les preuves qu'il a rassemblées, les transferts financiers, les comptes cachés, les fuites qui mènent directement à sa famille. Sa déclaration tranche la musique de la soirée comme du fer. Les invités jettent des regards inquiets, les murmures se propageant par vagues. Camilla répond avec l'assurance de quelqu'un qui s'attendait à ce moment, son rire cassant ses paroles destinées à blesser. Elle rappelle à ceux qui l'écoutent que Charles lui-même a un jour autorisé des dépenses douteuses et que la monarchie ne peut la considérer comme la seule coupable lorsque la corruption s'étend plus profondément. Tom se joint à elle, le visage rouge de colère, tandis que Laura tremble d'une loyauté conflictuelle. Pour les spectateurs, la scène n'est plus une querelle privée, mais une rupture publique de l'unité de la famille royale. Dans les jours qui ont suivi le gala, les journaux se sont régalés du spectacle. Le Guardian présente la rencontre comme une monarchie divisée. La BBC opte pour une neutralité prudente, mais souligne que l'intervention de William a révélé une détermination rare chez les jeunes membres de la famille royale. Les voix internationales sont moins indulgentes. Le Monde à Paris décrit une famille en guerre contre elle-même, tandis que Der Spiegel met en avant William comme la seule figure résolue, contrastant avec le silence de son père. Sur les réseaux sociaux, des extraits et des reportages circulent dépeignant Camilla à la fois comme une victime de la cruauté royale et comme le cerveau de la trahison. Le récit se fragmente en interprétations concurrentes, toutes plus polarisantes les unes que les autres. William sait que l'humiliation publique ne suffira pas à arrêter Camilla. Sa résilience s'épanouit dans l'exposition, sa capacité à transformer le scandale en levier inégalé. Il organise une confrontation plus privée, loin des caméras et des distractions scintillantes de Mayfair. Dans une salle retirée du palais de Buckingham, il fait face à Camilla et à ses enfants, présentant le dossier de preuves dans un silence si pesant qu'il ressemble à un jugement. Les documents empilés et incontestables parlent de messages cryptés, de transactions cachées et de collaborations illicites. Camilla garde son sang-froid, mais William perçoit une lueur de malaise dans ses yeux.
Tom réagit avec rage, la voix haute, les poings serrés contre la table. Laura, au contraire, s'effondre sous le poids des preuves, les larmes aux yeux, implorant qu'on lui échappe d'une bataille qu'elle n'a jamais vraiment voulu mener. Camilla finit par accepter l'exil, sa fierté brisée, mais sa détermination intacte. Elle choisit de protéger ses enfants en concédant sa défaite face à l'ultimatum de William. Pour William, cet instant est moins une victoire qu'une nécessité, une résolution douloureuse qui n'offre aucun triomphe, seulement la maîtrise. Malgré les efforts déployés pour préserver le secret, la nouvelle de la confrontation fuite. La couverture médiatique internationale amplifie une fois de plus l'affaire. Reuters publie un article détaillé analysant la gestion des irrégularités financières par la monarchie, suggérant des parallèles avec les scandales qui ont affaibli d'autres maisons européennes. Al Jazeera présente la crise comme un symbole de la lutte de la Grande-Bretagne pour préserver sa tradition monarchique après un siècle de surveillance. Les analystes se demandent si l'exil restaurera la confiance ou s'il ne fera que retarder la prise en compte de failles structurelles plus profondes. À Buckingham, l'ambiance reste morose. Charles porte le poids de décisions trop longtemps restées sans réponse, son silence étant désormais interprété comme une complicité. William sent le poids du fardeau retomber sur ses propres épaules, une transition non encore officialisée mais déjà reconnue par l'opinion publique. Les sondages indiquent une forte hausse du soutien en sa faveur, tandis que la confiance en Charles continue de s'éroder. La monarchie est toujours debout, mais ses fondations tremblent comme elles ne l'ont pas fait depuis des générations. Pour Camilla, l'exil est à la fois une punition et une stratégie. Elle quitte le palais dépouillé de ses titres et privilèges, mais son esprit reste actif, calculant comment son histoire pourrait un jour être récupérée. Pour elle, cette défaite est temporaire, une pause dans une longue campagne visant à revendiquer sa place dans l'histoire. Pour William, la confrontation à Mayfair et l'exil qui s'ensuit confirment que la bataille ne se livre pas seulement contre Camilla, mais aussi contre le pouvoir corrosif du secret, l'ambition et la fragilité de la confiance publique. Alors que les portes de fer se referment sur Camilla, la monarchie pousse un soupir de soulagement lourd de doute. Le spectacle de Mayfair a mis la lutte au grand jour, et si Guillaume a contenu la menace immédiate, il sent que cette guerre des ombres n'a pas atteint son dernier chapitre. Le public a goûté au scandale, la presse a découvert des fractures, et Camilla a démontré que l'exil n'éteint pas la vengeance. Reste à savoir si la détermination de Guillaume résistera aux vagues incessantes de surveillance qui menacent de noyer non seulement le règne de son père, mais aussi l'avenir même de la dynastie Windsor. La chambre privée au cœur de Buckingham est aménagée sans faste, sa table en chêne et la faible lumière du lustre créant l'atmosphère d'un tribunal plutôt que d'une réunion. 4 silhouettes occupent la pièce, William en tête, le regard perçant et inflexible Camilla, en face de lui, vêtue de velours violet, Tom tendu les poings serrés et Laura tremblante les mains jointes. Le silence s'étire, chaque battement de cœur résonnant comme le tambour du destin. Lorsque le dossier de preuves atterrit sur la table, le bruit est aussi lourd qu'un coup de marteau. Ces pages renferment des documents financiers, des photographies et des messages cryptés qui effacent toute apparence d'innocence. Les preuves sont accablantes. William a obtenu la preuve des versements de Tom au tabloïd, la confirmation des rencontres de Laura avec des journalistes et les retraits accablants de 50 millions de livres du fonds de charité royale. Chaque page est une lame tranchante qui entaille la fragile défense que Camilla a tenté de construire. Son visage se durcit et malgré la fierté persistante, une lueur de désespoir fait surface. La colère de Tom comble le vide, sa voix s'élevant pour protester contre ce qu'il appelle l'injustice, tandis que les larmes de Laura trahissent son épuisement à porter des secrets qu'elle n'a jamais eu à porter. Pour William, ce n'est pas seulement le dévoilement d'une trahison, mais aussi le retour aux sources d'une famille autrefois liée par la lumière de la couronne. Camilla examine les preuves avec un calcul froid, la voix posée mais teintée d'amertume. Elle affirme que Charles lui-même a signé les documents et autorisé les dépenses douteuses, tentant ainsi de partager le fardeau de la culpabilité. La stratégie est claire. Si elle tombe, elle compte entraîner Charles avec elle dans l'abîme. Tom soutient ses dires provocateurs et peu disposé à céder, tandis que Laura s'effondre ses sanglots, révélant son désespoir d'échapper à la tempête. William comprend alors que Camilla ne se bat pas seulement pour elle-même, mais sacrifie aussi ses enfants sur l'autel de sa vengeance. L'ultimatum lancé par William est impitoyable. Il présente 2 options, l'exil avec restitution de tous les biens liés aux opérations illicites ou des poursuites judiciaires pour détournement de fonds et conspiration. Le poids du choix plane comme une lame suspendue. Tom bouillonne, Laura implore un sursis et Camilla se rend compte que sa campagne a atteint ses limites. Après un long silence, elle cède à l'exil, protégeant ses enfants des pires conséquences, bien que l'orgueil la brûle de l'intérieur. Elle accepte d'être déchue de son nom de la monarchie, mais jure intérieurement que sa lignée demeure intouchable. Hors des murs de la chambre, la machine de la perception publique tourne à plein régime. Des rapports font état d'une confrontation décisive dont les détails restent obscurs. Les principaux médias spéculent leurs titres,
présentant la situation comme un effondrement dramatique au sein de la maison royale. Reuters souligne le caractère inédit d'un exil officiel. La BBC insiste sur le rôle de William comme artisan de la résolution, tandis que Der Spiegel et Le Monde insistent sur la crédibilité fragile de la monarchie. Les réseaux sociaux regorgent de hashtags célébrant la fermeté de William, mais des voix de sympathie pour Camilla émergent également, la dépeignant comme une femme écrasée par une institution refusant de pardonner. Au palais, Charles reçoit la nouvelle avec le silence d'un homme hanté par ses choix. Les documents portant sa signature ne sont pas révélés au public, mais Guillaume sait que ce silence cache une blessure qui pourrait ne jamais guérir. Anne, informée, reconnaît la nécessité de l'exil, mais prévient que les problèmes de la monarchie ne seront pas résolus avec le départ de Camilla. La transparence doit suivre, insiste-t-elle, sinon l'institution restera vulnérable à la prochaine vague de surveillance. Guillaume sent la véracité de ses paroles, mais il sait aussi que révéler chaque faille pourrait être aussi dangereux que le silence. L'équilibre entre honnêteté et préservation devient le fardeau le plus lourd de la couronne. Camilla, Tom et Laura quittent le palais discrètement, escortés à travers des couloirs où les portraits des anciens monarques semblent les juger. Pour Laura, chaque pas est une fuite mêlée de honte, tandis que Tom brûle de ressentiment, convaincu que l'histoire lui donnera raison. Camilla, malgré sa défaite, se tient avec dignité, le regard fixé devant elle, refusant de laisser l'opinion publique percevoir la profondeur de son désespoir. Pourtant, au fond d'elle, le feu de la vengeance n'est pas éteint, il est seulement éveillé, attendant le moment de se rallumer. William se tient dans la même salle après leur départ, le dossier de preuves toujours sur la table. Il n'éprouve ni triomphe ni satisfaction, seulement la froide conscience que cette bataille a fragilisé l'image de la monarchie d'une manière qu'aucune cérémonie ne saurait réparer. L'exil a mis fin à la menace immédiate, mais les cicatrices persisteront dans les murmures, les gros titres et les doutes de citoyens déjà sceptiques quant au privilège royal. Il sait que la conférence de presse à venir déterminera non seulement le sort de Camilla, mais aussi la survie même de la crédibilité de la monarchie. L'ultimatum a été lancé et accepté, mais l'ombre de la trahison plane toujours. Buckingham se prépare à ce que le monde en soit témoin, tandis que Guillaume se prépare à porter le fardeau de mener une dynastie meurtrie par le scandale vers une lumière incertaine. La matinée de fin août s'installe froide et grise sur Buckingham Palace, tandis que des journalistes venus de tous les continents se rassemblent sous les voûtes du grand hall. Des rangées de fauteuils en velours font face à un podium sur fond d'insignes royaux, mais l'atmosphère est plus pesante que solennelle. Les caméras de la BBC, CNN, Reuters et Al Jazeera sont braqués vers l'avant, leurs objectifs prêts à immortaliser l'histoire. Ce qui est sur le point d'être annoncé ne sera pas célébré comme un triomphe, mais compris comme une prise de conscience. William monte à la tribune, vêtu d'un costume noir, la posture droite, le regard fixe, mais la tristesse qui y transparaît trahit le prix de ce qu'il s'apprête à dire. Derrière lui, Charles est assis en silence, le visage impassible comme sculpté dans la pierre. La déclaration de William est ferme, sa voix claire et inébranlable lorsqu'il annonce que Camilla et ses enfants Tom Parker Bowles et Laura Lopes sont définitivement exilés de la famille royale. Il explique que leurs entreprises seront saisies, leurs privilèges effacés et leurs noms rayés de toute représentation officielle de la couronne. Ces mots résonnent comme des coups de marteau relayés par le cliquetis furieux des obturateurs. Pour les journalistes réunis, c'est plus qu'une déclaration. C'est un jugement irrévocable qui clôt un chapitre tout en soulevant d'innombrables questions sur la stabilité de la monarchie elle-même. Devant les grilles du palais, le spectacle n'est pas moins saisissant. Des foules de citoyens, de touristes curieux et de manifestants organisés se ruent contre les barrières. Certains scandent des slogans de soutien à Guillaume, le louant comme le gardien de l'honneur. D'autres crient de colère, accusant la monarchie de dissimuler une corruption plus profonde tout en faisant de Camilla le bouc émissaire. Des pancartes sur lesquelles on peut lire « Révéler la vérité » et « La couronne n'est pas une société » flottent au-dessus de la foule. Des retransmissions en direct dans le monde entier montrent les visages des personnes rassemblées, preuve que la crise a dépassé les murs du palais. Camilla émerge peu après, entourée de Tom et Laura. Les grilles s'ouvrent et les trois silhouettes apparaissent fragiles sous le stroboscope incessant des flashs. Le manteau gris de Camilla flotte au vent, ses cheveux en bataille, son expression empreinte à la fois de fierté et de dévastation. Laura s'accroche à son bras, sanglotant ouvertement, tandis que Tom marche la tête baissée, les mains enfouies dans les poches de son manteau, comme s'il cherchait à disparaître. La foule murmure certaines voix, lançant des insultes d'autres, murmurant de la sympathie. C'est la démonstration publique de l'effondrement, un spectacle où l'humiliation et la pitié se heurtent. Pour Charles, regardant la retransmission en direct depuis le palais, il n'y a aucun sentiment de justification. Ses mains jointes tremblent, ses jointures blanchissent le poids du souvenir plus lourd que n'importe quel scandale politique. Il se souvient des promesses faites à Camilla, des nuits d'intimité où pouvoir et amour semblaient indissociables, et il voit maintenant ces promesses se réduire en cendres.
Ses conseillers lui rappellent la nécessité, lui disant que c'était la seule voie à suivre, mais il ne ressent que du chagrin. La monarchie survit, mais une partie de sa vie a été arrachée au vu et au su de tous. Pour William, la conférence de presse marque la transition du statut de prince à celui de chef de facto de la défense de la monarchie. Les médias internationaux le saluent comme un homme décisif comblant le vide laissé par l'hésitation de son père. Les hashtags le proclament sauveur de l'honneur royal, mais il n'éprouve aucune joie. Il regarde les portes du palais se refermer derrière Camilla et ses enfants, le bruit du fer s'entrechoquant, tel un ultime battement de tambour, et ressent davantage de tristesse que de triomphe. Il a préservé l'institution, mais le prix à payer est la destruction d'une famille autrefois unie, bien que précairement sous le même toit. Les conséquences se font rapidement sentir. Reuters publie une chronologie des retraits financiers, reliant le scandale à des débats plus larges sur la responsabilité royale. La BBC met l'accent sur le symbolisme de l'exil, tandis que Der Spiegel s'interroge sur la capacité de la monarchie à résister à de tels chocs répétés à une époque où même des irrégularités mineures suscitent l'indignation mondiale. Les analystes de CNN et d'Al Jazeera avertissent que si la fermeté de William rétablit une stabilité temporaire, la survie à long terme de la monarchie dépend d'une transparence sans précédent. La chute de Camilla, affirme-t-il, pourrait servir à la fois d'avertissement et de précédent. Camilla, debout devant le palais pour la dernière fois, murmure des excuses à Laura, la serrant fort dans ses bras. Des larmes ruissellent sur son visage, se mêlant au maquillage d'une femme autrefois couronnée et perlée désormais dépouillée de tout. Tom reste distant, le regard creux, peut-être déjà en train de calculer un avenir sans la disgrâce royale. La voiture qui les emporte s'enfonce silencieusement dans le brouillard, laissant derrière elle une monarchie meurtrie, mais intacte. Le monde observe, se demandant si cet instant marque la résilience ou le début du déclin. À Buckingham, William est assis seul dans son bureau, le dossier contenant les preuves toujours sur son bureau. Il mesure l'ampleur des événements. L'exil a sauvé la monarchie d'un effondrement immédiat, mais des ombres demeurent. Les questions sur le rôle de Charles dans les retraits financiers, les rumeurs de secrets encore cachés et la possibilité que Camilla détienne encore des cartes secrètes le rongent. Il sait que la bataille est loin d'être gagnée, que sa survie dépend désormais d'une vigilance sans faille. La monarchie perdure pour l'instant, mais sous ses murs dorés persiste l'écho de la trahison, de la perte et du sacrifice. Les lourdes portes ont peut-être fait taire les pas de Camilla, mais elles ne peuvent faire taire le souvenir de ce qu'elle a révélé. Pour Guillaume, le défi n'est plus seulement de protéger une dynastie, mais de reconstruire sa crédibilité dans un monde qui en a trop vu. Le bruit métallique de ce matin-là résonnera pendant des années, non comme une victoire, mais comme une nécessité